Le mot obligation, on l'utilise tous les jours, hein. On parle d'obligation morale, professionnelle, mais en droit, ce terme cache une histoire absolument fascinante et vous allez voir, étonnamment brutale. Une histoire qui ne commence pas du tout avec des contrats sur du papier, mais avec de véritables chaînes. On va plonger ensemble dans le passé pour comprendre comment ce lien, au départ physique, est devenu un concept juridique aussi fondamental. Alors voilà notre programme. On va commencer par la définition qu'on connaît aujourd'hui, histoire de se mettre d'accord. Puis on va remonter le temps, direction Rome. On va décortiquer le sens premier des mots, découvrir un contrat où le débiteur engageait littéralement son propre corps. Et enfin, on verra comment les juristes ont mis de l'ordre dans tout ça. C'est un vrai voyage aux racines de notre droit qui nous attend. Allez, on commence par le présent, par une base familière, avant de se lancer dans l'archéologie juridique. Comment le droit définit une obligation aujourd'hui ? Au début du XXe siècle, le juriste Marcel Plagnol nous donne cette définition qui est vraiment d'une clarté limpide. C'est un rapport juridique, un lien de droit. D'un côté, le créancier qui peut exiger quelque chose, de l'autre, le débiteur qui doit s'exécuter. Tout ça semble bien abstrait, bien civilisé, purement conceptuel. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi utiliser ce mot « lien » ? Ce n'est pas un hasard. Pour comprendre d'où ça vient, il faut faire un sacré bond en arrière, de presque 1500 ans, direction l'Empire romain. On va aller directement à la source, les instituts de l'empereur Justinien. C'est un manuel de droit qui date de 533 après Jésus-Christ et qui est, ni plus ni moins, la fondation de tout notre droit occidental. Et regardez bien, on retrouve déjà notre fameux lien de droit, le vinculum juris. La définition de Justinien, c'est vraiment la pierre angulaire de notre concept moderne. Elle est un peu dense, c'est vrai, mais tout l'essentiel est déjà là. Allez, on la décortique un peu. En fait, cette définition repose sur 3 piliers. D'abord le lien, le fameux vinculum juris. Ensuite, la contrainte, la necessitas. On est nécessairement astreint, il n'y a pas d'échappatoire. Et enfin, la prestation. Alecus solvende rei. C'est l'idée qu'il faut payer quelque chose pour se libérer. Mais le mot le plus révélateur de tous, c'est bien ce fameux lien. Et maintenant, on va creuser un peu l'étymologie. C'est souvent là, dans l'origine des mots, que se cache la vérité historique. Et pour l'obligation, la vérité, elle est littéralement enchaînée au mot lui-même. Et voilà, le moment clé. Le mot latin obligatio vient de ob, qui veut dire pour, en raison de, et de ligare, qui signifie lié, attaché. Le sens premier, ce n'est donc pas un lien de droit abstrait, c'est littéralement enchaîné pour une dette. Le concept juridique si sophistiqué qu'on connaît aujourd'hui était à l'origine un acte physique, et même violent. Et cette idée allait partout dans le vocabulaire juridique romain. Quand un débiteur payait enfin sa dette, on disait qu'il était solutus et liberatus. Aujourd'hui, on comprend ça de façon imagée, bien sûr, mais à l'époque, ça voulait dire concrètement être délié, libéré des fers. On lui retirait physiquement ses chaînes, incroyable, non ? Cette réalité physique, ce n'était pas juste une image, c'était inscrit noir sur blanc dans le droit romain le plus ancien, à travers une institution assez redoutable, le nexum. On trouve les premières traces de ce nexum dans la très célèbre loi des 12 tables, au 5e siècle avant notre ère. Pendant presque 2 siècles, cette pratique a été une réalité terrifiante pour les débiteurs, avant d'être finalement abolie à cause de ses abus plus que manifestes. Le nexum, c'était un contrat ultra formel conclu per aes et libram, c'est-à-dire par le bronze et la balance. C'était tout un rituel très solennel qui ne créait pas seulement une dette, mais qui donnait au créancier un pouvoir direct et bien physique sur le débiteur. Et c'est là le point crucial. Avec le nexum, la garantie de la dette, ce n'était pas une maison ou un bien quelconque, non. C'était le corps même du débiteur. En gros, il s'engageait à devenir une sorte de propriété temporaire de son créancier s'il n'arrivait pas à rembourser. Et les conséquences, elles, étaient directes et brutales. Si le débiteur ne payait pas, le créancier n'avait même pas besoin de passer par un procès. Grâce au contrat, il pouvait se saisir de sa personne, le mettre au fer, le faire travailler de force pour rembourser sa dette, ou tout simplement le jeter dans sa propre prison privée. Avec l'abolition du nexum, le droit romain a fait une révolution, silencieuse mais absolument fondamentale. L'obligation a cessé d'être une chaîne matérielle pour devenir ce fameux lien de droit, le vinculum juris, dont parlera Justinien des siècles plus tard. Le lien se dématérialise, il devient une contrainte purement juridique. C'est la naissance de notre droit des obligations modernes. Une fois que ce concept de lien juridique est bien établi, les juristes romains se sont dit « Bon, mettons un peu d'ordre là-dedans. D'où viennent ces obligations ? Comment est-ce qu'on peut les classer ?» C'est le début de la théorie des sources. Au IIe siècle, un juriste du nom de Gaius propose une distinction toute simple mais très élégante. Pour lui, c'est facile. Toute obligation naît soit d'un contrat, c'est-à-dire un accord de volonté, ex contractu, soit d'un délit, un acte illégal qui cause un dommage, ex delicto.
C'est clair, c'est net, mais c'était peut-être un peu trop simple. 4 siècles plus tard, les compilations de Justinia vont affiner cette vision. On garde bien sûr les contrats et les délits, mais on ajoute 2 catégories intermédiaires. Les quasi-contrats, qui ressemblent à des contrats mais où il manque l'accord de volonté, et les quasi-délits, qui sont des fautes mais commises sans intention de nuire. Et cette classification en 4 parties, elle a influencé le droit en Europe pendant plus de 1000 ans. Alors, aujourd'hui, évidemment, le lien de l'obligation est totalement abstrait. Personne ne risque plus d'être mis au fer pour une dette impayée, heureusement. Et pourtant, cette idée de contrainte, ce lien qui nous astreint nécessairement, elle reste au cœur de notre code civil. La question reste donc posée. Quand on pense à la force obligatoire d'un contrat, est-ce qu'on ne sent pas encore, même symboliquement, le poids de ces lointaines chaînes romaines ?